Bienvenue sur le plateau de Parole des Nuits. Nous recevons aujourd'hui le nouveau président du parti présidentiel, baptisé Renaissance, Éloane Cuny. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les spectateurs s'en aperçoivent, vous êtes très jeune, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant en deuxième année de droit. Comment choisit-on de suivre un parti, celui d'Emmanuel Macron en l'occurrence, à un âge où on est plutôt enclin à essayer de bouleverser l'ordre établi ? Ah, on peut bouleverser aussi l'ordre établi en étant en Renaissance, hein. J'ai rejoint En Marche en 2018, donc là ça va bientôt faire 5 ans, avec déjà un petit peu ce côté un peu bulldozer, de se dire que la politique n'est pas forcément ces deux blocs gauche-droite qui s'affrontent de manière un petit peu stérile, où lorsque l'un commence à construire quelque chose, l'autre bondit dessus pour détricoter. Alors, est-ce qu'on n'est pas revenu là-dessus justement ? Non, parce que... C'est vrai qu'Emmanuel Macron a fait cette candidature victorieuse de 2017 là-dessus, ni gauche ni droite, mais aujourd'hui, 2022 plutôt, on ne va pas se tromper d'élection. Aujourd'hui, vous pensez que les Français sont vraiment passés à autre chose et que ce clivage gauche-droite... Non, il y a toujours des sensibilités, et je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas polariser avec un espèce de bloc central fermé et puis juste les extrêmes. On a toujours des sensibilités qui nourrissent le débat, et également en interne à Renaissance, où on arrive sur certains sujets où peut-être il faut une sensibilité plus à droite sur des thèmes d'ordre, de sécurité, donc reprendre certaines de leurs idées. Et ces personnes, ces idées qui peuvent être tout de suite accordées sur d'autres thématiques, en particulier l'éducation, avec des personnes d'une sensibilité à gauche, avec un dénominateur commun qui est toujours l'intérêt général. Et je pense que En Marche puis Renaissance ont été deux mouvements et partis qui ont réussi un petit peu à faire cet accord entre la droite modérée et la gauche modérée, et qui en fait travaillent ensemble en bonne intelligence. Mais dans tout ça, il faut trouver une identité. Aujourd'hui, elle existe selon vous, oui, ce en même temps qui aujourd'hui fait plutôt l'objet de ricanements, plutôt en se disant on ne se positionne pas en fait. On ne peut pas être tout le temps clivant, c'est pas blanc et noir dans les situations. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup de nuances, et on a perdu, je pense, ces derniers temps en politique. Je pense que faire la synthèse entre la gauche et la droite sur certaines thématiques et ne pas basculer... le centre existait et il était là pour ça aussi. Oui, mais le centre était plus identifié en centre droit. Le centre gauche était plus affilié aux socialistes et n'existait pas réellement. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a donné corps un petit peu à ce centre. Alors, et en fonction des thématiques, rejoint un peu le centre droit, rejoint un peu le centre gauche. Et donc, je pense que ce bloc central existe bel et bien, et aujourd'hui, on doit être renforcé pour faire barrage aux extrêmes. Alors, vous faisiez partie de l'équipe de Richard Magnac, votre prédécesseur qui a pris du recul pour des raisons familiales, président à 19 ans d'un parti qui n'a pas le vent en poupe. Est-ce que ça peut faire peur quand même, malgré tout, de se dire, Je pense que comme dans tout parti politique et comme dans toute responsabilité, il y a toujours un petit peu un petit vertige quand on prend des responsabilités. Alors, est-ce que là, j'ai un frein? Je ne pense pas, au sein de Renaissance. Il n'y a pas eu de rebondissement, de critique vis-à-vis de ça. Et puis, comme vous l'aviez rappelé, j'étais membre déjà de l'équipe de Richard Magnac, j'étais secrétaire général, ce qui était déjà une responsabilité assez importante. Et puis en parallèle, je suis toujours référent des jeunes avec Macron, donc il y avait aussi cet itinéraire depuis 2018, intensifié à partir de 2020, qui a peut-être aussi rassuré certaines personnes quant à mon âge pour devenir président. Alors, on est dans une époque, vous le savez, le SE Time, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'être sans étiquette, on le voit dans beaucoup de collectivités. Et aujourd'hui, vous, effectivement, il y a cet engagement clair, précis, net. C'est indispensable pour vous de vraiment avoir une étiquette, justement. Oui, alors, je pense que les enjeux sont assez différents. Là, c'est plus de la politique partisane qui trouve un écho tout particulier sur la scène nationale, qui a besoin de ramifications au niveau local. Et je comprends aussi tout à fait que certains élus qui veulent, qui ont cette intention de faire un peu la synthèse des opinions de leurs administrés, s'identifient sans étiquette, ont toujours des sensibilités personnelles. C'est les questions que vous posez d'ailleurs dans vos interviews. Il y a toujours une sensibilité, mais de telle sorte à pouvoir après ensuite faire venir autour de soi des personnes de sensibilités différentes. Le statut de sans étiquette est tout de suite plus attrayant, plus attractif pour les élus locaux, et c'est quelque chose qui se respecte. C'est un constat évident. Manque de stabilité aussi chez vous, faut être
Clair, on a eu Serge Vincent, puis Pierre Mananti, Christophe Laurent, Richard Magnac. Aujourd'hui, il y a ce besoin de se poser, clairement. Hein. Oui. Alors après, il faut quand même souligner que Serge Vincent a fait tout son mandat de 3 ans. Ensuite, effectivement, ça a été peut-être un peu plus rapide dans les passages de Pierre Mananti. Christophe Laurent est quand même resté aussi un certain temps. Et puis après, il y a eu le changement de structure avec Renaissance qui appelait nécessairement, on change la structure, on change aussi un petit peu la dynamique. Et effectivement, on a pris une nouvelle équipe. Et effectivement, après, combien d'adhérents d'ailleurs à ce jour? On a un peu plus d'une centaine d'adhérents. Et puis on a un autre statut à côté qui sont les sympathisants et qui, eux, sont beaucoup plus nombreux et sur lesquels on peut s'appuyer pour nos différentes campagnes de terrain. Alors, il vous manque le maillage territorial. C'est une question que j'avais posée à Richard Magnac quand il était venu sur ce plateau, puisqu'aucun mandat électoral en cours de votre côté. Vous êtes bénévole au sein de votre parti. Hein. On va passer vite sur les indemnités, puisqu'il n'y en a pas de votre côté. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment s'ancrer avec des vents qui sont quand même plutôt contraires, hein, avec, on va en parler dans un instant, cette réforme des retraites, etc. Donc, c'est compliqué. Comment vous êtes reçu sur le terrain? En fait, ça dépend toujours du climat qui fait l'actualité au moment où on se déplace sur le terrain. Effectivement, lorsqu'on a fait quelques sorties lors de la réforme des retraites, naturellement, c'était un petit peu un climat. Casque, hein, je crois. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément été trop sur le terrain, mais lorsqu'on l'était, voilà, on a bien évidemment senti cette défiance à l'égard de la majorité présidentielle et de cette réforme, puis qui a été un peu cristallisée par le contexte avec aussi l'inflation, la guerre en Ukraine. Voilà, il y avait plein de choses qui se sont conjuguées à ce moment-là. Mais par contre, lorsqu'on arrive avec d'autres thématiques, comme le partage de la valeur, qui va être aussi un grand chantier porté par le gouvernement et le président de la République. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui? Est-ce que cette page des retraites est vraiment refermée? Est-ce que vous sentez que vous avez une possibilité de vous exprimer sur autre chose sans que ça vous revienne en boomerang? Ça reviendra toujours en boomerang. C'est simplement l'intensité qui va se réduire au fur et à mesure. Mais après, on ne peut pas rester dans une position attentiste en se disant on va vraiment attendre que les choses se tassent. Non, il faut qu'on aille de l'avant et qu'on amène sur la table des sujets qui sont peut-être on arrivera à fédérer des sensibilités différentes. Il y a la question de la fin de vie qui aujourd'hui intéresse beaucoup l'opinion française. Mais sur les retraites, là, on voit des images. Est-ce que vous avez été surpris, vous qui êtes étudiant à Épinal, on le rappelle, de voir cette mobilisation? Alors on l'a vu que c'était au niveau national, hein, que toutes les villes moyennes ont beaucoup mobilisé. Oui. Est-ce que vous avez été surpris quand même de voir ces 14 défilés à plus de 1000 personnes? Après, ça reste, il faut pas se voiler la face. C'est une réforme difficile. On a quand même, on parlait quand même de passer de 62 à 64 ans. Bien sûr, le président c'était 65 ans au départ. Il faut se souvenir, c'est Elisabeth Borne qui avait obtenu 64. Oui, d'ailleurs, mais c'est voilà, ce qui était aussi une sorte de compromis gouvernemental au sein de la majorité présidentielle. Mais effectivement, c'est une réforme qui a coûté aussi à la majorité présidentielle. On n'y va pas de toute gaieté de cœur, on n'y va pas à la fleur au fusil en disant voilà, on vous amène une réforme des retraites, c'est par idéologie. Non. Là, il y avait des besoins pour. Et vous êtes toujours persuadé de faire le bonheur des gens malgré eux pour non, mais là parce qu'il y a quand même 4 salariés sur 5 aujourd'hui qui sont toujours persuadés que cette réforme n'est pas la bonne. Hein. Oui, après c'est la question de l'équilibre. Après peut-être que sur la communication on n'a pas été assez percutant sur les motivations de cette réforme. On n'est pas passé de 62 à 64 pour des raisons idéologiques. Il y avait des questions d'équilibre qui devaient être rétablies. On a fait un certain nombre de concessions sur le projet de réforme. On arrive à peu près à ce qu'on voulait pour assurer l'équilibre. Bien sûr, après, ça n'empêche pas que plus tard, il y aura peut-être d'autres réformes, peut-être d'autres schémas, mais pour conserver le schéma qu'on avait actuel, il faut le rappeler, qui était un schéma inspiré des communistes, il fallait au moins ça pour pouvoir garantir sa stabilité, au moins pour le court et moyen terme. Alors, on va parler d'autre chose, même si la fin des 100 jours arrive, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ferait le bilan après ces 100 jours. Ça sera sans doute lors du discours du 14 juillet, c'est même à peu près certain, hein, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces 100 jours? À quoi ont-ils servi? À faire retomber un petit peu la température, déjà, hein, oui, c'était l'objectif déjà premier, et le président de la République avait été très clair là-dessus. Je pense qu'après une période aussi troublée que celle de la période des retraites, il fallait au moins déjà une échéance courte pour pouvoir déjà apaiser un petit peu l'opinion publique, avancer sur d'autres sujets qui sont centraux pour la majorité présidentielle. On avait la question du travail, on avait la question de la justice et de l'ordre républicain, donc où là on avance, la question de... Ça, c'est un des gros reproches, hein, c'est-à-dire que plutôt, vous parliez de la question du travail, beaucoup de gens aujourd'hui regrettent qu'on n'ait pas mis en amont cette question avant la réforme des retraites. Puisque... Oui, peut-être qu'on a pris les choses à l'envers. Après, le calendrier était celui-là. Aujourd'hui, on sent qu'il y a
a quand même aussi une certaine ouverture de la part d'Elisabeth Borne à l'égard des partenaires sociaux et qui ouvre aujourd'hui le dialogue sur le partage de la valeur, sur le bien-être au travail, parce que effectivement, on peut comprendre que l'allongement de la durée de cotisation était peut-être douloureuse pour beaucoup, parce que le travail était peut-être vu comme une contrainte, comme un fardeau, une source de souffrance, et effectivement, il faut qu'on réfléchisse pour que le travail ne soit plus cette source de souffrance, et plus une source d'épanouissement. Vous avez donc donné ce nom d'Elisabeth Borne, qui vit ces derniers jours à Matignon. C'est ce que la plupart des analystes politiques pronostiquent. En tous les cas, pour vous, c'est indispensable. On sent très bien qu'il y a une page qui doit se refermer et qu'elle l'incarne, qu'elle le veuille ou non. Donc, voilà. Après, en tout cas, sur Elisabeth Borne, on peut dire une chose, c'est qu'elle n'a pas démérité dans cette période de réforme des retraites. Elle s'en souviendra, ça c'est sûr. Extrêmement solide. Et effectivement, je pense qu'elle a tout à fait le job, si on peut le dire un peu. Voilà, ça sent l'éloge funèbre, ce que vous nous faites. Non, mais c'est pas ça. Après, c'est le président de la République qui jugera de l'opportunité ou non de la garder à Matignon. Ou après, il y aura très certainement un remaniement, après avoir qui sera le capitaine de l'équipe. Mais voilà, je pense qu'Elisabeth Borne est une très bonne première ministre. Après, est-ce que le président de la République souhaitera ouvrir une nouvelle séquence et trouver un nouveau chef de gouvernement ou une nouvelle chef de gouvernement, ça lui appartient. Et nous, on soutiendra, bien sûr. Allez, il nous reste 2 minutes pour parler effectivement des autres thèmes importants. Alors, à la rentrée, ça sera l'immigration. On a vu que l'actualité de ces derniers jours a de nouveau montré à quel point le sujet était enflammable. Quid de l'environnement également, de parents très très pauvres, quand même, il faut bien le dire, du mandat et demi, pas encore tout à fait et demi d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces thématiques-là vont très très vite arriver? Alors, l'immigration, c'est sûr. Oui, voilà. L'immigration, ça a été un petit peu ce serpent de mer dont on n'a pas vu forcément voilà, le bout. Là, a priori, on devrait en parler à la rentrée. C'est effectivement une thématique sur laquelle les Français nous attendent au tournant, pas forcément en top de leurs préoccupations. Oui, ça reste le pouvoir d'achat aujourd'hui. Ça reste bien, naturellement. On peut le comprendre dans une situation d'inflation comme celle qu'on la connaît, même si elle commence à être un peu jugulée par la politique européenne. Donc voilà, on aura cette immigration où il y aura un débat très certainement plus large que sur la réforme des retraites, peut-être plus nourri aussi de ce côté-là. Et puis sur la question de l'écologie, effectivement, il faut qu'on redouble d'ambition sur cette thématique. Il y a quand même un bilan à défendre. On a quand même la baisse des émissions de CO2 qui a été assez importante sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, le renforcement des accords de Paris, et puis également aussi une défense au niveau européen. On l'a vu avec l'automobile, où ça a été peut-être avec effectivement l'Allemagne, où il faudra très certainement... Quand même un rappel à l'ordre international avec l'inaction climatique qui nous a sanctionné. Il nous reste un peu plus de 30 secondes. Un petit mot évidemment sur la succession d'Emmanuel Macron, même si voilà, on peut personnifier ou ne pas trop aimer personnifier, mais de fait, c'est un mouvement qui va devoir avoir une deuxième vie après le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Comment vous vous positionnez, vous ? C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Alors nous, à notre niveau, en tant que président de l'Assemblée départementale, en tout cas, moi, je n'aurais pas à commenter plus que ça. Effectivement, on attendra le cas. Comment est-ce que vous souhaitez que ça se passe? Est-ce qu'il faut une incarnation forte ou est-ce que finalement, il faut passer à un autre modèle? Comme tous les partis politiques, tout parti a besoin d'une incarnation forte. Là, je pense que l'enjeu sera surtout de cristalliser un bloc central, de telle sorte à faire barrage en 2027 aux extrêmes et éviter qu'on se retrouve avec l'extrême droite à l'Élysée. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça qui nous presse. Et effectivement, c'est quelque chose qui remonte assez, que ce soit des adhérents ou non, qui est cette crainte que l'extrême droite arrive un jour au pouvoir. Et ça sera de la responsabilité aussi de Renaissance de trouver le bon chef d'équipe. Toute dernière question, je l'ai dit, vous avez 19 ans. Quel avenir politique vous voyez? Il y aura des élections dans 3 ou 4 ans, puisque, voilà. Et même les européennes, pourquoi pas. Est-ce que vous vous projetez sur des mandats? Peut-être au niveau local. À Rambervillers, par exemple Peut-être à Rambervillers, oui. Eloane Cuny était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurence Reyer-Klein, la première adjointe au maire de Golbet. Très bonne semaine.